Bien, donc nous allons commencer cette séance d'aujourd'hui avec donc deux parties. Une qui va porter sur une description assez globale des essais en cours sur la thérapie cellulaire, ce qu'on appelle les cellules souches pour simplifier, et qui sera suivie ensuite d'une présentation de Rob McLaren, qui est un pionnier et un des leaders mondiaux dans le domaine de la médecine régénérative de l'œil, donc qui est titulaire de la chaire d'Oxford et qui a développé pas mal de travaux que je vais citer d'ailleurs sur la thérapie cellulaire, qui va en fait insister lui sur une perspective aussi de thérapie génique. Je n'y reviendrai pas aujourd'hui puisque c'était le sujet du cours de la semaine dernière de mon côté, donc moi je vais me concentrer sur les cellules souches. Donc ce travail a été préparé en grande partie avec Olivier Gouraud qui dirige l'équipe sur les médecines régénératives à l'Institut de la Vision concernant les cellules souches, et donc beaucoup des diapos lui sont empruntés. Donc un bref rappel qui est sans doute sans intérêt, mais qui situe la problématique. Il s'agit de remplacer les cellules à l'origine des étapes initiales de la vision, c'est-à-dire l'absorption de la lumière au niveau des photorécepteurs, leur transformation des photons en signal électrique qui est ensuite codé dans le reste de la rétine. L'œil, comme je l'ai dit plusieurs fois, fait partie du cerveau, et quand j'ai commencé mon ophtalmologie, le dogme était que, faisant partie du cerveau, la rétine était irremplaçable, et donc toute perte cellulaire au niveau du cerveau, comme au niveau de la rétine, ne pouvait pas être palliée par une régénération cellulaire. En réalité, on est en termes de biologie du développement et en termes de biologie du vieillissement sur une problématique assez particulière à la rétine. En effet, les neurones rétiniens ne peuvent pas, on verra qu'il y a quelques exceptions, être régénérés à l'âge adulte, en majorité tout au moins, mais au niveau des photorécepteurs, on est dans ce qu'on appelle en biologie du vieillissement un système semi-ouvert, c'est-à-dire que les cellules elles-mêmes, les photorécepteurs, ne se régénèrent pas entièrement, mais ils régénèrent leur segment externe, la partie qui est capable d'absorber la lumière et la transformer en signal électrique. Et cette régénération partielle est considérable, on l'avait évoqué déjà. Chaque jour, chaque photorécepteur régénère 10% de son segment externe, c'est-à-dire que si on calcule sur l'ensemble de la vie, tous les 10 jours, on renouvelle entièrement tout le segment externe des photorécepteurs, ce qui suppose aussi une capacité d'élimination de tous les débris qui correspondent. Par contre, les cellules de soutien sous la rétine, ce qu'on appelle l'épithélium pigmentaire, donc qui sont des cellules épithéliales qui vont nourrir les photorécepteurs et la partie externe de la rétine, qui vont aussi protéger d'un certain nombre d'intrusions et d'agressions, qui représentent comme tout épithélium à la fois une barrière et un lieu de passage. Ces cellules d'épithélium pigmentaire peuvent être régénérées, peuvent proliférer. Elles le font d'ailleurs dans certaines pathologies. Cela dit, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement abondant. Une des preuves en est l'extrême rareté des cancers de ces cellules qui donc ne sont pas susceptibles d'un renouvellement important. Et donc les seules cellules qui vraiment sont l'objet d'une prolifération régulière dans la rétine sont les cellules de soutien dans la rétine interne, qu'on appelle les cellules gliales, qui peuvent, en réaction aux différentes agressions pathologiques, se renouveler. L'objectif de la médecine régénérative dans le sens thérapie cellulaire, c'est de reformer des cellules de soutien comme l'épithélium pigmentaire ou des cellules de type photoréceptrice, mais évidemment, ça n'a de sens si elles se reconnectent, et nous verrons que c'est une des problématiques majeures de cette thérapie cellulaire, c'est la formation des synapses et la reconnexion. On verra aussi, mais très brièvement, qu'un certain nombre de travaux sont en cours, en particulier à l'Institut de la Vision, sur la régénération de cellules ganglionnaires dans des maladies du nerf optique, par exemple. Donc, si on situe les problématiques de la médecine régénérative, le remplacement cellulaire ou la transplantation cellulaire, globalement, il y a les cellules internes de la rétine, les cellules ganglionnaires, qui sont perdues principalement dans le glaucome, mais aussi dans d'autres pathologies inflammatoires, traumatiques ou vasculaires. Et les cellules de la partie externe de la rétine, donc les photorécepteurs et l'épithélium pigmentaire, qui, elles, vont être endommagées ou détruites dans le cadre du vieillissement, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou dans le cadre des dystrophies rétiniennes, comme par exemple les rétinopathies pigmentaires.
Cette diapositive est un petit peu le thème commun à l'ensemble de mes cours. Je l'ai présenté depuis la leçon inaugurale pratiquement à chaque cours. Et si on analyse l'évolution de la maladie, c'est une diapositive qui a été préparée par Denise Dalcara dans une revue que nous avons publiée récemment. Cette situation est la suivante. Lorsque au départ, normalement, une rétine normale présente tout l'ensemble des cellules, en particulier les cellules photoréceptrices, dans les dystrophies rétiniennes comme les rétinopathies pigmentaires, il y a donc des mutations au niveau des photorécepteurs, principalement à bâtonnets, mais éventuellement aussi des photorécepteurs à cône. Vous pouvez descendre, il y a pas mal de place encore devant. Et ces cellules-là vont avoir besoin, si on veut rectifier l'anomalie génétique, d'un remplacement de gènes, voire parfois d'une correction de gènes pour corriger l'anomalie causale à ces pathologies. Lorsque ces cellules ont dégénéré, c'est le cas lorsque les bâtonnets ont dégénéré, il est considéré que c'est trop tard, évidemment, pour rectifier l'anomalie génétique. Là, on peut essayer de les empêcher de mourir en aval de la mutation par des approches de pharmacologie ou de neuroprotection qui souvent sont intégrées, et on les a déjà abordées en particulier avec la survie des photorécepteurs, et tout particulièrement à l'étape suivante qui est la perte des cônes, les cellules qui nous permettent de voir le jour, où nous avons développé depuis longues années, en même temps que d'autres équipes, des approches pour empêcher cette perte cellulaire. Là, il ne s'agit plus de corriger la cause de la maladie, donc on n'est plus dans la guérison de la maladie, on est dans des approches palliatives qui visent simplement à empêcher la cécité de survenir. Mais à un moment donné, toutes les cellules ont dégénéré ou sont devenues inactives, et là, il s'agit de restaurer la fonction visuelle, et c'est l'objet des prothèses, de l'optogénétique que nous avons abordé dans les deux cours précédents, mais c'est aussi l'objet de la thérapie cellulaire, c'est-à-dire du remplacement cellulaire. Le remplacement cellulaire peut donc être abordé dans cette pathologie à un stade où on va avoir perdu l'ensemble des photorécepteurs et où le patient n'a même plus cette vision centrale que nous avons décrite comme une des cibles thérapeutiques principales, en particulier de la neuroprotection. Et donc, dans le cadre de ces pathologies, comme je l'ai décrit, donc dans la rétinopathie pigmentaire, il y a une perte de la vision périphérique puis centrale. Dans le cadre de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une perte centrale. Dans tous les cas, l'ensemble aboutit à une perte des photorécepteurs par des mécanismes très différents, mais c'est la conséquence. Donc on va s'intéresser à ce stade très précis de la maladie où il n'y a plus de photorécepteurs et où, par simplification, mais nous l'avons déjà dit, il est évident qu'on ne peut pas perdre la moitié des cellules de sa rétine sans que ça entraîne des conséquences sur les autres. On va quand même faire l'hypothèse que le reste de la connectivité rétinienne est présente, ce dont d'ailleurs témoigne l'efficacité des prothèses rétiniennes. Rob va revenir là-dessus tout à l'heure, mais aussi de l'optogénétique par exemple. Donc l'idée, c'est de profiter du maintien du reste des cellules de la rétine, en particulier de la connexion encore du nerf optique à la rétine par les cellules ganglionnaires, qui donc forment le nerf optique, pour essayer de restaurer le signal en régénérant des cellules photoréceptrices ou des cellules de soutien. Mais avant d'aborder la greffe, la question évidente, c'est de se demander si nous ne sommes pas capables naturellement de régénérer des cellules dans la rétine, s'il n'y a pas une possibilité de reformer des cellules à partir des cellules existantes. Donc la première possibilité qui a été abordée depuis de très longues années, c'est la possibilité de régénérer à partir des cellules existantes des cellules rétiniennes. Donc c'est le contraire du dogme que j'avais appris lorsque j'ai commencé mon ophtalmologie, qui est donc l'incapacité théorique du cerveau ou de la rétine de régénérer des cellules. En réalité, il a été démontré, alors depuis très longtemps chez les poissons et les amphibiens et chez les oiseaux, une capacité de reformer des neurones au niveau de la rétine, et en particulier à partir d'une zone très périphérique de la rétine, ce qu'on appelle la zone marginale ciliaire, qui est donc à la périphérie rétinienne. Et cette zone marginale ciliaire, donc, il y a une zone non visuelle qui est à la jonction entre la rétine saine et une zone qui est formée de cellules progénitrices, chez le poisson, chez les amphibiens et chez les oiseaux, est capable de reformer certaines cellules de la rétine. Et donc, ceci est possible à partir de cette zone périphérique, mais pas forcément à partir des zones endommagées. Les lésions rétiniennes ne surviennent pas nécessairement à la périphérie. Ça aurait d'ailleurs beaucoup moins d'importance, puisque ça ne toucherait que la vision périphérique. Mais lorsqu'un dommage rétinien survient en vision centrale, la zone de régénération est très éloignée. Mais il a été montré qu'il pouvait y avoir une migration postérieure partielle. Et effectivement, dans cette capacité de régénération, il a été montré en partie à partir de la zone marginale ciliaire, mais aussi à partir de certaines cellules de la rétine, qu'il y avait une capacité très partielle de régénération. Et là, il ne s'agit plus seulement de cellules périphériques, mais de cellules qui sont à l'intérieur de la rétine,
les cellules gliales dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, en particulier un type tout particulier de cellules gliales qui est spécifique à la rétine, qu'on appelle les cellules de Müller. Müller, donc, c'est un anatomiste qui a décrit ces cellules, qui sont dans la rétine chez toutes les espèces, en particulier ici chez les poissons. Et dans ces espèces-là, à partir aussi bien de la zone périphérique qu'à partir de cette zone-là, il y a une capacité éventuelle de transformer ces cellules gliales en progéniteurs rétiniens, voilà, en progéniteurs rétiniens, pour ensuite former des précurseurs des cellules photoréceptrices, en particulier des bâtonnets, et éventuellement de reformer des bâtonnets. Donc c'est un phénomène un peu particulier parce qu'on verra tout à l'heure très brièvement le développement de la rétine, parce qu'on en aura besoin pour comprendre certaines approches actuelles de thérapie. Il y a une possibilité à partir d'une cellule donnée de régénérer l'ensemble des cellules rétiniennes. Ici, l'idée, c'est de partir de cellules de soutien, de les dédifférencier, de leur faire perdre leur nature de cellules gliales pour devenir des progéniteurs, donc des cellules qui vont ensuite être capables de devenir des photorécepteurs. Et ceci a été démontré chez les poissons, avait ensuite été démontré dans un certain nombre d'articles sur des cellules, par exemple, de souris, sur des rétines de souris, et éventuellement, il a été dit, et ça a fait les nouvelles donc il y a quelques années déjà, une quinzaine d'années, que c'était possible aussi chez l'homme. Alors nous, on avait travaillé à l'Institut pour essayer de comprendre cela, et en réalité, on s'est aperçu qu'une bonne partie de ce qui était décrit comme de la prolifération cellulaire dans la rétine chez les mammifères, c'est en fait simplement de la réparation de l'ADN et pas nécessairement cette capacité de reformer des cellules. C'était sans doute en partie un artefact. Et dans la littérature sur les cellules souches, d'une manière générale depuis maintenant une vingtaine d'années, beaucoup des publications les plus sensationnelles ont ensuite été soit démenties par d'autres publications qui ont montré qu'en réalité c'était des phénomènes soit liés à des artefacts d'études, soit éventuellement à des phénomènes marginaux qui étaient surinterprétés. Alors ça ne veut pas dire que tout ce qui a été publié dans ce domaine n'a pas de valeur, c'est simplement qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence les grandes annonces qui sont faites sur la capacité de reformer un œil, de reformer une rétine, etc. C'est une possibilité qui n'est pas négligeable, mais qui n'est absolument pas aussi fascinante et importante que ce qu'on peut décrire. Donc l'idée, c'est, par exemple, à partir des cellules gliales, ce qui est donc possible chez le poisson, de leur proposer, enfin de les pousser à se redifférencier pour former ensuite l'ensemble des types cellulaires de la rétine. Et donc ça a été démontré chez le poisson, ça a été démontré chez le poulet, et plus récemment, ça a été aussi démontré au niveau de la rétine de mammifères. Donc, en particulier, la signalisation a été analysée. Et là, on est encore chez le poisson, on va vite passer chez le mammifère parce que les mécanismes sont très proches. On part donc de ces cellules de soutien. Il y a une signalisation qui a été analysée avec plusieurs familles de gènes, sur lesquels je ne vais pas revenir ou très brièvement, qui vont ensuite contrôler d'abord la dédifférenciation. Ça, c'est à partir d'une blessure, enfin, d'un traumatisme ou d'un dommage à la rétine, pour ensuite les diriger ici vers les photorécepteurs. Donc c'est une réponse de régénération, une réparation tissulaire. Alors vous savez que dans d'autres tissus, comme le foie, comme le sang, ça arrive tout le temps, mais je suis désolé, c'est le système pour les sourds qui entraîne en même temps du bruit pour tout le monde, mais c'est... cette possibilité en fait est liée à l'activation d'une famille de gènes et en particulier d'une voie qui est la voie LIN et d'une autre voie qui va contrôler le codage. Je ne vais pas décrire entièrement ça, mais en gros le travail a été fait d'abord chez le poisson et ensuite ça a été démontré aussi chez les mammifères. Il y a une voie qui va correspondre à deux gènes principaux qu'on va brièvement décrire, la voie LIN 28 et une voie qui est ASC1-1A, donc ce sont des noms qui sont connus en biologie du développement. Ça, c'est un travail tout récent qui vient d'être publié, qui analyse ça de façon extrêmement détaillée, et en particulier donc, sur le contrôle de ce qu'on appelle les micro-RNA, donc au niveau de la formation des protéines. Et donc cette capacité, comme je l'ai dit, a été démontrée chez le poisson, puis elle a été démontrée chez le poulet, donc chez les oiseaux. Donc ici, c'est un dommage chimique qui a été entraîné, une toxicité cellulaire qui a été entraînée. Cette toxicité cellulaire a ensuite été réparée par des systèmes soit des hormones de croissance comme le FGF, soit l'insuline, qui est un facteur aussi protecteur, ou d'autres approches pharmacologiques, pour reformer des cellules. Alors là, dans cet exemple-là, c'était les cellules ganglionnaires. Là, c'est des travaux tout récents, tout ça, ou dans les 10 dernières années, tout au moins.
Moi, j'avais travaillé, mais sans le savoir à l'époque, il y a 25 ans, en fait, sur cette approche-là chez le rat. Et à l'époque, on avait démontré qu'on pouvait faire proliférer les cellules de Muller dans la rétine de rat. Ce travail, à l'époque, était dans une période où on pensait que ce n'était pas possible de faire reproliférer des cellules rétiniennes. Et donc, c'est un travail qui n'a pas eu l'écho souhaité, mais il a été repris indépendamment par plusieurs groupes. Et de façon convergente, ce qui a été démontré, c'est que chez le mammifère, en entraînant des nommages rétiniens par excitotoxicité, par exemple, on entraînait une prolifération au niveau des cellules de la rétine. Et là, par exemple, sur ce modèle-là, on voit une formation, une activation des cellules de Muller et une prolifération. Attention à la marche, monsieur, cette fois-ci. Cette prolifération, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un phénomène marginal, je l'ai déjà évoqué, ou un phénomène fréquent? En réalité, c'est un phénomène marginal, mais qui n'est pas négligeable. Alors tout ça converge, et donc la diapositive ne vise évidemment pas à être lue entièrement, vers une voie métabolique, qui est donc la voie Lin et ASC1, donc un gène très particulier, une famille, qui va contrôler la prolifération des cellules de Muller et la formation de progéniteurs à partir de ça. Donc aujourd'hui, il y a une hypothèse qui reste possible, qui reste un des programmes de recherche, qui est la régénération endogène de la rétine, non pas en greffant des cellules venant de l'extérieur, mais en manipulant toutes ces voies métaboliques. Mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est très solidaire de plusieurs voies. Bon, là, on voit Lin28 et ASC1A, mais vous voyez qu'il y a d'autres voies, et ceux qui connaissent un petit peu la prolifération cellulaire peuvent voir les risques qui sont associés à plusieurs des gènes qui sont sur cette diapositive, qui sont donc impliqués dans la réponse au traumatisme, dans la réponse aux agressions et dans la neurogénèse dans la rétine. Mais quand c'est manipulé, là par exemple sur ASC1, on voit que là on est chez le mammifère, il y a une possibilité de reprogrammer et de former des cellules qui vont avoir des caractéristiques tout à fait importantes de cellules neuronales dans la rétine. Donc ça n'est pas totalement impossible, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Une autre source endogène de cellules souches, ce sont les cellules d'épithélium pigmentaire, donc les cellules de soutien. Donc comme vous le voyez, on ne parle pas de prolifération des neurones qui vont former d'autres neurones, on parle de cellules de soutien, soit en périphérie, soit, périphérique c'est plutôt des progéniteurs, soit de cellules de Muller, donc de cellules gliales, et là de cellules de l'épithélium pigmentaire, de cellules de soutien. Là aussi, ce qu'on va leur proposer, si on peut dire, c'est de réentrer en prolifération cellulaire, de perdre leur différenciation comme épithélium pigmentaire et de former des neurones. Alors ça a été démontré là aussi chez le poisson et chez l'amphibien. Il y a des espèces qui sont capables de reformer une rétine entière après un traumatisme, mais évidemment, pour l'instant, chez les mammifères, on le saurait si ça marchait tellement bien. C'est quand même une possibilité, et par exemple là sur l'épithélium pigmentaire, on voit qu'on peut former un certain nombre de cellules de soutien, tout au moins. Là, c'est à partir d'épithélium pigmentaire endogène, donc il y a plusieurs publications, hein. Ça, ce sont des travaux tout à fait respectables et publiés par de très grandes équipes là-dessus. Il y a des très grands programmes en particulier aux États-Unis. Vous savez qu'en France, on a été bloqué pendant longtemps sur la biologie des cellules souches par les lois de bioéthique. Ça s'est débloqué il y a quelques années, mais maintenant beaucoup de choses se passent aussi chez nous. Mais pendant une période, c'était surtout en Californie qu'ils ont pu avancer là-dessus. Toujours est-il que cette possibilité de reformer de l'épithélium pigmentaire, à partir de l'épithélium pigmentaire des cellules est quelque chose qui est un sujet d'investigation. Mais il faut quand même admettre que nous n'avons pas de piste thérapeutique directe à partir de ça aujourd'hui. Alors l'autre approche, c'est la greffe de cellules, de remplacer les photorécepteurs, donc soit à partir de cellules exogènes cette fois-ci, et plus de cellules endogènes, pour remplacer les photorécepteurs qui ont été perdus dans les différentes pathologies. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans les rétinopathies pigmentaires, les dystrophies rétiniennes, les photorécepteurs dégénèrent directement par un mécanisme génétique qui les touche primitivement, alors que dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple, c'est un mécanisme plus complexe où ils vont dégénérer secondairement, le résultat étant à peu près le même, c'est une perte de la vision soit centrale, soit périphérique, soit totale. Donc là, maintenant, il s'agit de remplacer les cellules, c'est ce qu'on appelle la transplantation. Alors d'où peuvent provenir ces cellules transplantées? En gros, il y a trois types de sources. Une source, ce sont les cellules de l'œil elles-mêmes, cette fois-ci prises chez un donneur, on va voir le type de donneur. Soit ce sont des cellules qui ne sont pas des cellules de l'œil, donc du système nerveux central, ou par exemple de la moelle osseuse, ou du cordon ombilical, ou du placenta, donc des sources exogènes, ou alors des cellules embryonnaires qui vont être poussées à se redifférencier pour former les cellules importantes de la rétine, ici essentiellement les photorécepteurs. Donc on va voir successivement ces différentes approches.
On verra aussi à un moment donné, mais vers la fin, donc j'essaie de vous garder en éveil, les applications cliniques qui ont déjà commencé à partir de certaines de ces approches. Première possibilité, c'est de partir de cellules qui ne sont pas des cellules rétiniennes et qui ne sont pas des cellules embryonnaires. Pourquoi avoir commencé là? C'est qu'il y a des problématiques qui restent associées à l'utilisation des cellules embryonnaires. Et donc, une des possibilités, ça a été de se dire qu'on pourrait partir de cellules qui ont un potentiel de régénération important, par exemple la moelle osseuse, ou le placenta ou le cordon ombilical, où il y a des cellules qui ont des capacités régénératrices très importantes, pour en faire des cellules souches. On sait aussi maintenant, contrairement au dogme que j'avais décrit initialement, que dans le cerveau, il y a un certain nombre de précurseurs de cellules qui pourraient être utilisés. Et donc, il y a des travaux qui ont eu lieu il y a maintenant une quinzaine d'années à peu près, une dizaine d'années, qui ont tenté ces approches-là. Donc d'abord les cellules neurales, donc dérivées ici par exemple chez le rat de l'hippocampe, donc une zone où il y a une prolifération qui est connue, pour former des espèces de sphères, ce qu'on appelle des neurosphères, donc c'est un ensemble de cellules, et les transplanter dans la rétine, ici chez la souris. Donc avec ce qui a été démontré à ce moment-là, c'est la possibilité d'avoir une migration cellulaire, mais en réalité aucune fonctionnalité et aucune preuve qu'il s'agissait vraiment de cellules rétiniennes. Donc cette approche, ça continue, évidemment, ça ne meurt jamais tout à fait, et c'est bien parce que de temps en temps, il y a des bonnes surprises, donc il ne faut jamais vraiment abandonner. Mais globalement, cette approche à partir de cellules neurales, de progéniteurs neuronaux qui ne proviennent pas de la rétine, n'a pas vraiment eu un succès majeur, même s'il y a eu à un moment donné des annonces assez sensationnelles. Autre possibilité, c'est de partir des cellules de la moelle osseuse qui, comme vous le savez, forment les cellules sanguines, donc ont une capacité de régénération importante. Et il s'avère en particulier que certaines des cellules sont capables de former de l'endothélium vasculaire, donc des vaisseaux, de reformer des vaisseaux, mais aussi de reformer des neurones. Donc là aussi, il y a eu du travail. Bon, vous voyez les années, il y a déjà une quinzaine d'années à peu près, qui ont été tentées pour essayer de reformer des photorécepteurs. Et donc, il y a eu quelques publications qui ont montré qu'on obtenait de temps en temps un photorécepteur en poussant les cellules vers cette différenciation, en particulier dans des modèles de dégénérescence rétinienne. Mais quand on regarde le nombre de cellules, c'est très peu, et la fonctionnalité a été extrêmement marginale dans ces approches. Donc là encore, ça n'est pas complètement mort, et ça peut renaître, mais c'est assez marginal. Autre possibilité, c'est de partir de cellules qui viennent de l'œil, donc cette fois-ci, on va parler de l'animal pour commencer, de donneurs qui vont donner des cellules. Alors je vous ai parlé des cellules marginales, donc de prendre ces cellules marginales pour essayer d'en former à partir de ça des cellules photoréceptrices, par exemple. Donc, on va essayer de former différents types cellulaires. Donc, soit on va prendre des cellules marginales, soit les fameuses cellules de Müller, tout ce que je vous ai décrit, l'épithélium pigmentaire, mais cette fois-ci, non pas en reformation à partir des cellules endogènes, mais à partir d'un donneur qui va contribuer à cette transplantation. Donc, on part de la zone marginale dont on a déjà parlé, qui existe donc chez toutes ces espèces, toute la vie, et qui existe de façon marginale chez les mammifères, pour les greffer. Alors effectivement, il a été démontré qu'elles existent aussi chez les rats et les souris, par exemple, dans la zone périphérique. Et donc à partir de ça, et c'était il y a une quinzaine d'années, ça faisait les nouvelles et régulièrement on était appelé par les journalistes pour commenter ce genre de travaux. Il avait été démontré au niveau de la périphérie cette existence. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on avait montré aussi qu'une partie c'était simplement de la réparation cellulaire, mais il y a quelques cellules comme ça. Elles ont été assez bien caractérisées et en les greffant, en prenant ces cellules et en les isolant, vous voyez, marqué facile, ce qui est assez rare dans un article scientifique de mettre facile, mais c'était le cas et directement, ça a d'ailleurs été publié dans PNAS, donc dans un grand journal scientifique. Donc la possibilité de reformer quelques photorécepteurs et un peu d'épithélium pigmentaire à partir de cette périphérie. Voici les marqueurs qui ont été analysés, donc je ne vais pas les détailler, mais qui étaient des marqueurs de différenciation de l'épithélium pigmentaire et de certaines cellules neuronales de la rétine. Alors, est-ce que ça a entraîné vraiment une fonctionnalité? Franchement, non. Donc, c'était quelque chose qui était intéressant, surtout pour la publication, mais qui montrait une possibilité, une piste à explorer sur l'avenir. L'autre possibilité, c'est de prendre non pas les cellules qui sont à l'âge adulte en capacité de régénérer, mais des cellules qui sont embryonnaires, donc à un stade embryonnaire de développement. Donc on partirait cette fois-ci non plus de la rétine adulte, mais de la rétine embryonnaire, alors évidemment d'abord chez l'animal, et de montrer une prolifération. Donc il y a eu quelques travaux qui montraient cette possibilité, et plus récemment, à partir de rétine embryonnaire humaine, des travaux de Boston ont abouti à un essai clinique avec le premier patient qui a été. Donc, ils ont fait une annonce dans la presse il y a d'un mois,
du premier patient qui a reçu ces cellules, qui viennent donc de cellules embryonnaires, donc à partir forcément de produits d'avortement, qui vont aboutir à la transplantation donc, chez l'homme. Alors, bon, ça a été fait il y a un mois. On va voir ce que ça donne. La seule bonne nouvelle, c'est que le patient il est sorti le même jour, donc il allait bien. Mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. On verra, et je pense que, je ne sais pas si Rob va revenir là-dessus, qu'il y a beaucoup de questions que ce type d'approche peut poser, et tout particulièrement la spécification des cellules. Parce que quand vous partez très tôt dans le développement, les cellules peuvent devenir énormément de types cellulaires différents et pas forcément des photorécepteurs. Et donc je vais arriver à un travail dans lequel Rob McLaren a joué un rôle très important. C'est plutôt que de partir de cellules qui n'ont pas encore, si vous voulez, décidé ce qu'elles vont devenir, c'est-à-dire si elles vont devenir des photorécepteurs ou autre chose, de partir des cellules qui vont devenir des photorécepteurs. Si vous voulez, dans la formation de la rétine, il y a un moment où, à partir des progéniteurs, donc ce qui vient d'être greffé dans ce qu'on a décrit à l'instant à Boston, c'est des progéniteurs, donc cellules qui ne sont pas encore différenciées, il y a un moment où les cellules vont devenir un certain nombre de types cellulaires dans la rétine, tous les types cellulaires, et en particulier la possibilité de devenir des photorécepteurs. Et il y a un moment très précis où elles ont choisi leur destin, ce qu'on appelle fate. Donc leur destin, c'est de devenir des photorécepteurs. Et si ce moment est choisi, c'est une proposition qui avait été faite par Anand Swarup, c'était de trier les cellules au moment où elles vont devenir des photorécepteurs et de les greffer à ce moment-là. Donc c'est un travail qui a été fait par Rob McLaren quand il était au Moorfields Hospital à Londres avec Robin Ali. Et donc ils ont greffé chez des souris aveugles des cellules choisies à un âge très précis où elles allaient devenir des photorécepteurs. Et en les greffant, ils ont observé une intégration de ces cellules. Alors quantitativement, c'était assez peu et Rob a ensuite repris ça et nuancé autant que c'était possible les choses. Mais en attendant, ça a montré une prolifération, une intégration. Ça ressemblait vraiment à des photorécepteurs. Et on avait assez peu de ces images dans les travaux que je vous ai décrits précédemment. Et il y avait aussi une fonctionnalité qui était démontrée, partielle, enfin un certain degré de fonctionnalité dans ces rétines traitées. Ensuite, l'équipe de Robin Ali donc, au Moorfields a continué ce travail. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de prendre des rétines très endommagées, ils ont pris des modèles animaux où la rétine, même si les animaux avaient des déficits de la vision, en l'occurrence, dans ce modèle-là, c'est des animaux qui avaient un déficit de vision nocturne, mais pas de vision de jour. Et ils ont greffé donc, dans des rétines qui, cette fois-ci, étaient en bonne santé. Alors, c'est ce que je dis toujours, quand vous soignez des gens en bonne santé, en général, ça marche mieux que de soigner des gens qui sont malades. Mais par contre, ils peuvent être en moins bonne santé après aussi, donc il faut quand même faire attention. Et donc, dans ce cas précis, cette greffe-là a abouti à une très bonne intégration. Vous voyez, il y a beaucoup plus de cellules. Encore une fois, ça leur a servi à ces souris à voir un peu mieux la nuit, c'est tout. Et effectivement, ce qu'ils ont montré sur des tests de comportement, sur les souris traitées, c'est que donc, ces souris mutantes qui avaient un déficit de vision nocturne pouvaient de nouveau avoir une vision nocturne qui était correcte. Alors, comme à chaque fois, ça a fait les grandes nouvelles partout. Donc ça, c'est le comportement visuel de ces souris avec les différents contrôles. Donc c'est un très joli travail qui a été montré. La seule réserve sur ce travail, c'est que c'était des souris qui n'étaient pas très malades en fait. Donc la question, c'est à quoi ça nous sert. Et Rob McLaren, de son côté, a repris le travail, mais cette fois-ci sur des souris vraiment malades, qui avaient perdu tous leurs photorécepteurs avec une dégénérescence. Et ils ont montré, dans un travail qui a été publié en 2013, donc pratiquement à la même période. Alors il y a moins de cellules que ce que je vous montrais tout à l'heure, mais il y a quand même un certain nombre de cellules qui se sont intégrées, qui se sont reconnectées, avec un début de fonctionnalité. Donc ce travail est assez prometteur, je pense qu'il vous en reparlera. La question qui s'est posée, c'est comment à partir de ces travaux, donc c'est la suite de ce travail, on voit quand même qu'il y a pas mal de photorécepteurs qui ont pu être intégrés, en partie reconnectés. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que Rob va en parler en partie dans son exposé, même si je sais qu'il va beaucoup élargir les choses. Donc il y a une intégration, et là la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur des modèles de souris vraiment malades, vraiment dégénérés à des stades avancés. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà chez les patients, puisque ça a l'air de commencer à marcher. Donc, c'est la question que tout le monde nous demande, puisque c'est annoncé régulièrement. Il y a un petit problème, c'est que le stade où les photorécepteurs, où le destin de photorécepteurs commence dans la rétine chez la souris, correspondrait, si on le transposait à l'homme, à un stade de développement fœtal très avancé. En réalité, il y avait un éditorial qui accompagnait l'article de Rob en 2006, d'un des leaders dans le domaine, de Tom Ray, qui disait que si on voulait transposer l'âge
de la souris à ce qu'on devrait avoir chez l'homme, il faudrait obtenir des rétines au cours du 2e trimestre de la gestation chez l'homme. Donc c'est juste impossible, évidemment, pour des raisons éthiques évidentes. Donc cette approche n'est pas réalisable à partir d'embryons humains ou de fœtus, plus exactement, puisqu'évidemment, ça supposerait d'avoir des stades de développement qui sont trop avancés. D'où l'idée de former ces cellules, c'est-à-dire de repartir en arrière, de partir d'un stade beaucoup plus précoce de développement et de pousser les cellules vers cette différenciation. Aujourd'hui, grâce à un immense ensemble de recherches conduits depuis une trentaine d'années, en particulier par des gens comme Nicole Ledouarin, mais beaucoup d'autres sur la biologie du développement, plus que 30 ans, 50 ans, mais tout récemment dans la rétine, dans les 20 dernières années, on comprend de mieux en mieux comment, à partir d'une cellule souche, qu'on appelle une cellule totipotente ou pluripotente ensuite, on va avoir différentes destinées cellulaires qui vont arriver. Donc on va partir sur la 3e source de cellules, qui sont les cellules embryonnaires. Là, on part d'un stade très précoce, là on est au stade vraiment de tout initial de la formation de l'embryon, et donc il est possible d'isoler ces cellules embryonnaires, et après l'idée c'est de les pousser pour devenir des précurseurs de photorécepteurs. Alors il y a 2 sources aujourd'hui de ces cellules. Il y a les cellules embryonnaires proprement dites, et il y a une autre source que je vais décrire dans un moment, qui est en fait de prendre des cellules du patient lui-même, puisqu'aujourd'hui on peut, à partir de cellules de la peau par exemple, les faire revenir en arrière, les faire repartir vers un stade très précoce de développement, et ensuite les repousser vers un autre développement. C'est-à-dire que c'est comme si vous preniez quelqu'un qui s'appelle, je ne sais pas, Albert Dupont, et vous le faites repartir en arrière, un bébé, et vous le transformez en quelqu'un d'autre. C'est à peu près ça qui se passe dans la rétine, c'est-à-dire que vous prenez une cellule sanguine ou une cellule cutanée, et vous décidez que ça va devenir une cellule rétinienne à partir de ça, ou de très nombreuses cellules rétiniennes. On va le voir, on va en reparler un peu plus tard. La première approche, c'est à partir de cellules qui sont directement des cellules embryonnaires et qui sont donc totipotentes. Donc, dans la classification classique, on a les cellules de départ qui sont totipotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent tout devenir. Les cellules pluripotentes, donc qui vont être placentaires ou de l'embryon. Et en fait, ce qui nous intéresse plus, c'est ce qu'on appelle les cellules multipotentes, qui vont devenir les différentes couches à partir duquel va se former l'ensemble de l'organisme, vont se former l'ensemble des tissus. Et puis après, à un moment donné, on est dans des cellules qu'on appelle unipotentes, qui ne peuvent devenir que des neurones ou des cellules de l'estomac ou des cellules sanguines, donc qui deviennent ce que chacun d'entre nous. Comme vous savez, on a le même code dans toutes les cellules, donc à partir du même code génétique, il y a un certain nombre d'éléments qui vont pousser de plus en plus vers une différenciation. Et donc, pour former des cellules rétiniennes, on va partir donc des cellules de la fertilisée au départ, donc le blastocyte, donc un stade très précoce de développement. Vous allez donc avoir ces cellules embryonnaires et former à partir de ça des cellules rétiniennes précurseurs, les pousser à devenir des photorécepteurs, puis les transplanter. Comme je vous l'ai dit, il y a une autre possibilité, c'est de partir des cellules cutanées de l'adulte, d'en faire des cellules dédifférenciées et de les repousser. Et aujourd'hui, c'est ça qui a fait l'objet du prix Nobel de Yamanaka en 2012, de refaire à partir de ça des cellules qui vont pouvoir se transformer. Si ça marche, on verra que ce n'est pas encore complètement acquis, ça pourrait remplacer complètement cette approche, mais il y a un certain nombre de questions qui restent encore ouvertes sur le sujet. Donc il faut, du coup, ça nous amène un peu sur des choses qui ne font pas l'objet forcément de la science appliquée, mais qui font l'objet de la connaissance d'une manière générale, mieux comprendre le développement, parce que si vous voulez pousser une cellule à se différencier, il faut repartir vers le début de la vie. Donc, en l'occurrence, le début de la formation de l'œil, qui à partir d'une spécification dans un domaine tout particulier, donc du tube neural et du neuroectoderme, va former une cupule qui va devenir la rétine, avec une couche qui va être l'épithélium pigmentaire et une couche qui va être la rétine neurale, et en avant le cristallin, puis la cornée, etc. Puis la formation de progéniteurs rétiniens, puis ensuite des photorécepteurs. Donc ça se fait à partir donc, au départ de ce qu'on appelle le tube neural et de la crête neurale. Donc à partir de ces deux éléments, vous allez avoir la formation de la rétine neurale, de l'épithélium et du cristallin. Donc ce qui nous intéresse, c'est la rétine neurale. Dans cette rétine neurale, donc, qui va se différencier progressivement avec la formation du nerf optique, on a tous les précurseurs qui vont devenir progressivement les photorécepteurs à bâtonnets à cône, les bipolaires, les cellules gliales, les amacrines, les horizontales, toutes les cellules qu'on a vues dans le premier cours qui vont coder pour l'information rétinienne. Les âges sont très différents selon les espèces, donc il faut toujours faire très attention lorsqu'on décrit d'une espèce animale à l'autre un certain nombre de travaux, puisqu'on ne peut pas forcément extrapoler directement ces résultats. Mais au-delà de l'aspect très descriptif des types cellulaires, au cours des dernières années, la signalisation sous-jacente a été analysée. Un certain nombre de gènes
de différenciation, en particulier un gène maître de la formation de l'œil entier qui est PAX, a été identifié. Et en réalité, plus on passe d'un organisme simple à des organismes complexes, plus il y a de gènes qui s'interposent. Si vous voulez, dans les espèces les plus simples, il suffit d'un ou deux gènes pour faire un œil. Puis au fur et à mesure que vous allez aller vers des espèces plus complexes, vous allez vous retrouver vers un certain nombre d'éléments de signalisation. Donc plus on est dans des espèces sophistiquées, je ne dirais pas évoluées, plus il va falloir de signalisation pour pouvoir contrôler la formation des différents types cellulaires. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est pour l'anecdote, hein, quand on lit l'origine des espèces de Darwin, donc évidemment il ne connaissait pas tout ça, mais il avait quand même préfiguré un certain nombre de choses. Il disait que la seule exception, donc il y a un très joli texte qui est utilisé pour la première partie par les créationnistes, qui ne préfèrent pas lire la suite, parce que ça ne les arrange pas, c'est de dire la seule exception à toute sa théorie, c'est l'œil, parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment un système aussi compliqué s'est formé, et que s'il avait pu identifier, en analysant toutes les espèces, une espèce élémentaire où il y aurait simplement une cellule qui détecterait la lumière et une cellule de soutien qui permettrait de la régénérer, ça serait le maillon manquant dans sa théorie. Et donc il a dit malheureusement je ne l'ai pas identifié, et donc c'est une exception, etc. Alors malheureusement pour les créationnistes, cette espèce elle a été identifiée il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, dans une mer au large du Japon. Donc en fait c'est un peu comme les tableaux de Mendeleïev, même les choses qui étaient manquantes avaient été prédites en fait, dans sa théorie, et y compris cette espèce-là. Et dans ces espèces-là, il suffit d'un ou deux gènes de spécification pour former le début de l'œil. Par contre, chez l'homme, il en faut beaucoup plus. Donc à partir de ça, il faut contrôler. Et aujourd'hui, on dispose d'outils très très beaux pour contrôler ça. Donc vous pouvez contrôler la signalisation. Donc l'équipe d'Olivier Gouraud à l'Institut maîtrise très bien ça, mais il y a beaucoup d'équipes qui le font. Et on a aussi aujourd'hui des méthodes qui permettent de suivre la destinée des cellules. Il y a des méthodes de recombinaison moléculaire qui ont été développées par Jean Livet, qui est maintenant à l'Institut. Et récemment, ils ont publié avec Karine Loulier une méthode où, à partir d'une cellule souche dans la rétine, vous avez l'ensemble des cellules filles, parce que chaque cellule va avoir une couleur différente. Et donc, vous allez suivre l'histoire de la rétine en voyant les couleurs. Et donc, on a par exemple chaque couleur va correspondre à un clone rétinien dans la rétine. Vous allez donc avoir dans la rétine, à partir de chaque cellule souche, l'ensemble des cellules filles qui vont apparaître. Donc évidemment, ce n'est pas utilisable chez l'homme, mais c'est quelque chose qui nous permet, lorsqu'on analyse le développement, de mieux comprendre ce qui va se passer. Ici, par exemple, vous allez avoir, c'est la rétine de poulet, vous allez voir apparaître l'ensemble des cellules avec une extrême stabilité de la couleur. Il y a donc au départ une espèce de loterie qui a choisi la couleur pour chaque cellule de départ, chaque cellule progénitrice, et ensuite toutes les cellules filles vont garder cette couleur, elles sont fidèles à leurs parents, et elles vont continuer à porter ce nom tout au long du temps. Et donc vous avez des colonnes dans la rétine qui vont correspondre, alors c'est utilisé pas seulement dans la rétine, partout, hein, c'est appliqué à tous les tissus, pour suivre en fait la destinée de chaque cellule à partir de sa couleur. Et donc ça nous donne aussi, par exemple, ça c'était ma carte de vœux l'année dernière, des jolies images, c'est d'ailleurs aussi l'illustration de la page de cours sur le collège. Donc vous avez à la fois les cellules et leurs connexions, puisque vous voyez en même temps les connexions entre les différents types cellulaires. Donc on peut comprendre la connectivité et on peut comprendre la filiation de ces cellules à partir de ce type de méthode. Alors à part l'esthétique, c'est surtout très important pour mieux contrôler, mieux comprendre. Alors, comment, à partir de ces cellules initiales, avec tous ces outils, on va pouvoir fabriquer des photorécepteurs à partir de cellules embryonnaires ou de cellules reprogrammées? Là, on va passer chez l'homme. C'est un travail qui a été mené par de très nombreuses équipes dans le monde, parce qu'évidemment l'enjeu est colossal, c'est de reformer de la rétine ou de reformer tous les tissus rétiniens à partir de ces cellules-là. Donc je ne vais pas citer tous les travaux, on va en voir certains. Je vais décrire les travaux de l'équipe donc Lamba, c'est Tom Ray, les équipes japonaises qui sont très avancées là-dessus, puis des travaux qui ont été menés à l'Institut de la Vision. Alors, le travail de l'équipe de Tom Ray, c'était de former des progéniteurs à partir de cellules embryonnaires, donc en contrôlant une partie de la signalisation que je vous ai évoquée sans rentrer dans le détail. Donc, en contrôlant cette signalisation, de former de l'épithélium pigmentaire ou des progéniteurs de photorécepteurs. Et donc, ils ont réussi à en former quelques-uns, comme vous voyez sur ces images. On a quelques photorécepteurs ici, assez différenciés. On a aussi quelques cellules de l'épithélium pigmentaire. Ensuite, ce qui a été proposé, alors cette fois-ci c'est par une équipe japonaise, en fait c'est Masayo Takahashi qui est une femme pionnière dans ce domaine, qui a travaillé à la fois en Californie et au Riken Institute donc à Kyoto, qui a développé à partir, alors là c'est dans la rétine de primates, mais c'est valable aussi pour la rétine humaine, une méthode qui va permettre d'obtenir des progéniteurs de photorécepteurs. Et là la quantité que vous pouvez voir sur la diapositive est très abondante. Ça a été un des travaux importants qu'elle a mené il y a déjà une dizaine d'années pratiquement sur cette reformation à partir de ces cellules. Donc l'idée, c'est de
récapituler la signalisation. C'est-à-dire, on reprend le travail qu'on avait évoqué tout à l'heure. On veut trouver le moment où on va décider de la destinée d'une cellule pour devenir un photorécepteur, et on va guider une cellule totalement indifférenciée vers cette destinée de photorécepteur. Et une autre équipe japonaise, celle de Sasai, a montré qu'on pouvait non pas le faire à partir seulement de cellules isolées, mais qu'on pouvait faire pousser un œil entier en fait, à partir de ces cellules. Alors, pas reconnecté au cerveau malheureusement, mais reformer tout ce que je vous ai montré, la cupule optique, l'imagination, etc. Et donc ce travail de Sasai, à partir de quelques agrégats de cellules, donc il s'agit de former un agrégat. Vous ne pouvez pas partir d'une cellule toute seule, il faut qu'elles interagissent entre elles. Vous prenez cet agrégat de cellules et spontanément, il va progressivement se signaliser, enfin s'envoyer les signaux à l'intérieur de cet agrégat pour former progressivement une cupule optique et un œil. Alors, bon, c'est assez spectaculaire, je vais vous montrer un petit film. À partir de ça, vous allez avoir une rétine en 3D qui va apparaître avec des photorécepteurs, avec une partie de la rétine interne. La vraie question, c'est la reconnexion des cellules ganglionnaires pour évidemment que ça puisse se reconnecter au cerveau. Donc je vais passer cette diapo qui reprend certains de ces travaux. C'est Olivier qui a fait une synthèse là-dessus. Et je vais vous montrer comment, à partir de ces cellules, il est possible en fait, de reformer une rétine en 3D. J'espère que j'ai gardé le film dans ma présentation. Donc vous pouvez vraiment reformer un ensemble. Et à l'Institut, on va vous montrer comment, sans partir d'agrégats, mais à partir de cellules isolées, il est possible de régénérer effectivement une rétine en 3D. Un œil, enfin pas l'œil entier, mais une rétine en 3D. Donc toujours l'équipe de Sasai, ils ont prolongé ce travail de façon très jolie et plus récemment en contrôlant l'ensemble des paramètres. Alors il faut une matrice, parce qu'il faut donner une espèce de base pour que ça se forme sur une matrice pour former cette évagination qui va devenir progressivement un œil. Donc je vous montre un petit film qui est associé au papier de Sasai. Donc ça c'est leur film à eux, donc je ne l'ai pas édité. Voilà. Donc vous voyez l'œil se former, donc c'est en les cellules sont fluorescentes, et vous voyez progressivement la cupule optique se former, et l'œil se former à partir de ces cellules initiales. Il y a une suite dans le film qui correspond à leur article. Donc c'est un travail qui lui a été reproduit largement par d'autres équipes. Et là vous voyez le film se produire dans le tube, enfin dans le tube à essai, avec la formation progressive de cette rétine de Rolle. Donc évidemment, c'est très prometteur. C'est la formation pratiquement spontanée à partir de ces cellules embryonnaires, toujours l'équipe de Sasai. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de cellules différenciées de la rétine. On est vers quelque chose qui est assez prometteur en termes de différenciation. Après, vous n'allez pas vouloir nécessairement greffer une rétine entière à quelqu'un qui a déjà une partie de sa rétine. Donc il va falloir choisir les cellules qu'il faut différencier. Et raison pour laquelle il faut essayer d'un peu mieux contrôler les choses et de former. Vous voyez que le mot facile a disparu de toutes les publications depuis. On va sur des approches qui vont viser à induire cette différenciation, mais ensuite progressivement à éliminer tout ce qui pourrait polluer le signal. Je vais vous montrer un travail qui a été fait par l'équipe d'Olivier Gouraud à partir, alors ici c'est à partir de cellules cutanées, mais ça peut être fait à partir de cellules embryonnaires aussi. Donc cellules cutanées prises chez des patients, dans le cas précis, tous nos patients qui ont des maladies génétiques de la rétine acceptent une petite biopsie de peau, c'est un geste très bénin, à partir duquel on va reformer leurs cellules rétiniennes. Alors, dans notre cas, ce n'est pas pour les greffer, c'est pour mieux comprendre leur maladie et l'effet des mutations, puisque ça peut être des modèles de pathologie. Donc, dans le travail qui a été fait par l'équipe d'Olivier, c'était de se dire qu'on pouvait, à partir de cellules isolées, reformer une rétine en 3D. Il y a une autre équipe qui l'a fait en parallèle, qui l'a publié à peu près au même moment, donc avec aussi cette possibilité, à partir de cellules isolées, de former pas mal de photorécepteurs, comme vous le voyez par exemple sur cette illustration, dans cette rétine en 3D. Et ils avaient montré une petite fonctionnalité dans les cellules, ils avaient enregistré donc l'activité cellulaire, une petite fonctionnalité dans ces cellules. Donc, dans le travail d'Olivier Gouraud, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est à éliminer tout ce qui pourrait être un obstacle à un essai clinique, c'est-à-dire tous les produits, tout ce qui est mis dans la préparation des cellules, qui peut entraîner soit une absence de reproductibilité, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous faites d'une fois à l'autre, ou alors des substrats qui ne seraient pas acceptables. Donc ils ont essayé de développer une approche, et donc c'est Sacha Reichmann qui doit être quelque part dans la salle, qui a travaillé avec Olivier sur cette approche, pour développer, à partir de cellules isolées, ici de cellules cutanées du patient, des cellules qui vont devenir soit une rétine en 3D, soit de l'épithélium pigmentaire. Donc ça, c'est Olivier. Je pourrais mettre aussi la photo de Sacha associée à ce travail. Donc c'est un travail publié il y a déjà 2 ans. Et donc, on va voir les types cellulaires. Donc c'est une méthode très simple de formation de rétine
à partir de ces cellules, qui vous permet de régénérer tous les types cellulaires, l'épithélium pigmentaire, les photorécepteurs, mais aussi les cellules ganglionnaires. Et maintenant, on a un programme pour essayer à partir de ces cellules ganglionnaires. Et donc, pour ceux qui viendront au symposium final du 6 et 7 juin, il y aura toute une présentation qui sera faite sur ces approches intégrées pour pour reconnecter l'œil au cerveau. On en est loin, mais c'est une piste importante. Alors, donc, dans ce travail, ce qu'ils ont montré, c'est que vous pouviez reformer une rétine en 3D, mais surtout, vous aviez les types cellulaires qui sont importants, en l'occurrence les cellules photoréceptrices. Là, on est à un stade qui est un peu en amont. Donc, on va spécifier les cellules vers leur destinée en manipulant de façon chimique. Donc, vous avez, là, c'est l'histoire du tissu qui va se faire progressivement, avec la différenciation qui va se faire par étapes. Et donc, vous allez avoir les différents types cellulaires, les progéniteurs, les ganglionnaires, les horizontales, les amacrines, les photorécepteurs, les cônes, les bâtonnets, les cellules gliales, les bipolaires. Tout ça va se former progressivement, étape par étape, dans cette différenciation en le manipulant. Et donc vous avez par exemple dans ces préparations les photorécepteurs qui sont assez jolis quand même, obtenus à partir de ce type de préparation. Donc j'ai gardé cette dépôt, Olivier me l'a donné hier, parce il y a une technique qui a été développée à l'Institut de transparisation des tissus, de rendre le tissu transparent pour voir en fait à travers le tissu les marqueurs qu'on veut, et vous allez voir si le film marche, ce que ça donne en fait en termes de formation de photorécepteurs. Là ce sont des marqueurs de photorécepteurs, et donc vous voyez tout ce qui est marqué en vert et en orange, ce sont des photorécepteurs qui se sont formés dans cette rétine en 3D. À partir de cela, vous pouvez éventuellement purifier ces populations cellulaires et avoir une source de photorécepteurs qui est générée. Donc ça, c'est possible maintenant à partir de cellules cutanées adultes du patient. Donc il n'est plus question d'aller chercher des embryons, des fœtus, etc. Ce sont des approches. Alors la question qui n'est pas résolue, c'est la durée de vie de ces cellules sur le long terme. Vous savez que Dolly, par exemple, la brebis avec ses cellules souches, il y a eu ensuite des pathologies plus accélérées de vieillissement. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport à ça. Et on va voir qu'il y a aussi des inconnus sur la sécurité de ces approches. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il devient possible de générer ce type cellulaire sans substrat, sans produits éventuellement toxiques ou difficiles à manipuler, dans des conditions qu'on appelle des conditions de manufacturing, donc de fabrication de type pharmaceutique. Et donc à partir de ça, on peut trier. Donc il y a deux enjeux en fait. Un enjeu, c'est la fabrication de grades pharmaceutiques, l'autre, c'est d'isoler les photorécepteurs. Et à partir de leur surface, puisqu'ils vont exprimer des marqueurs, il est possible de trier ces cellules et d'avoir une source de photorécepteurs qui pourrait être utilisée en transplantation. Donc évidemment, on prépare des projets de ce type, mais en même temps, le monde continue à travailler, heureusement. Donc d'autres équipes ont continué à travailler aussi sur la transplantation de précurseurs de photorécepteurs à partir de ces cellules pluripotentes. Donc par exemple, ici, donc c'est l'équipe de Tom Ray, donc on retrouve souvent les mêmes. Donc on part du travail que j'avais montré initialement, de greffer des précurseurs de photorécepteurs. Ici, c'est chez la souris malade, avec un modèle de rétinopathie pigmentaire, de dégénérescence rétinienne, et il montre une intégration de ces progéniteurs de photorécepteurs. Donc le travail qui avait été fait par Rob McLaren à partir de cellules qui étaient déjà des précurseurs de photorécepteurs, cette fois-ci à partir de progéniteurs, on obtient des résultats prometteurs. Donc ça a été fait par plusieurs équipes, là à partir de cellules cutanées, donc de cellules IPS, par Bud Tucker à Iowa, avec là aussi de très jolis photorécepteurs qui ont pu être montrés. L'intégration est encore un sujet qui est loin d'être acquis, et il y a aussi d'autres questions, c'est comment interpréter ces marqueurs. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de travaux en cours sur cette transplantation, soit de photorécepteurs isolés, soit de couches de photorécepteurs, et on retrouve les noms qu'on a évoqués, tous les noms qu'on a évoqués jusqu'à présent. Donc ces associations, ces intégrations de photorécepteurs sont tentées soit dans des modèles animaux, pour l'instant pas encore chez l'homme, mais ça ne saurait tarder, pour essayer de reconnecter. En fait, il y a encore pas mal de questions qui sont posées, et en particulier, c'est qu'aujourd'hui, la fonctionnalité dans la plupart des papiers, y compris dans des très grands journaux, n'est pas très convaincante. Aujourd'hui, la preuve que l'intégration de ces cellules aboutit à une restauration fonctionnelle est encore très, très marginale. Donc, il y a eu une proposition qui a été faite de reprendre les choses étape par étape pour essayer de démontrer une fonctionnalité. Et Masayo Takahashi, qu'on connaît bien, qui était là l'année dernière et qui vient souvent, qui travaille beaucoup sur ces approches, a essayé de proposer une greffe donc, de ces cellules photoréceptrices où on verra aussi des d'épithélium pigmentaire chez des patients pour reconstruire ces couches. Vous voyez, les publications sont des publications récentes et ça doit être un sujet d'ailleurs de prudence quand on les interprète. Et elle aussi, elle a montré une très jolie formation de cellules et elle a montré un certain degré d'intégration.
Comme elle est très honnête, ce qui est le cas de la majorité des scientifiques, plus que la majorité, pas la totalité, mais beaucoup de monde, elle a montré cette intégration, mais il n'y a pas aujourd'hui de prétention à une fonctionnalité qui soit vraiment extrêmement convaincante. Alors je vais passer sur ça pour passer à quelque chose qui est plus aujourd'hui en essai clinique, qui est la greffe d'épithélium pigmentaire. Pourquoi est-ce qu'on est plus près des greffes d'épithélium pigmentaire que des greffes de photorécepteurs? C'est qu'il n'y a pas besoin de reformer des synapses. Quand vous greffez des photorécepteurs, il faut qu'ils se reconnectent aux autres neurones de la rétine. Et comme je vous l'ai dit, ça a été observé, mais ça n'est pas un phénomène massif. Par contre, l'épithélium pigmentaire, il suffit de remettre les cellules et elles vont interagir. Ce sont des interactions qui ne sont pas des synapses, qui ne sont pas des connexions synaptiques. Donc on peut former de l'épithélium pigmentaire, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode avec les agrégats, donc la diapo n'est pas destinée à être lue, mais c'est pour former un certain nombre de cellules d'épithélium pigmentaire. Donc je vous passe les publications. Donc ces agrégats, c'est possible donc, aussi à partir de cellules isolées, donc c'est le travail toujours de Sacha Reichmann et Olivier Gouraud, donc à partir de cellules isolées, de former de l'épithélium pigmentaire et vous arrivez à une très jolie monocouche. Voilà le travail à partir en quelques semaines, il y a vraiment en faisant des repiquages progressifs d'avoir une très jolie couche d'épithélium pigmentaire et donc à partir de ça éventuellement d'obtenir de quoi reformer des cellules fonctionnelles. Et en testant la fonctionnalité de ces cellules, en particulier une des fonctions essentielles de l'épithélium pigmentaire, c'est d'aider au renouvellement des photorécepteurs. Comme je vous l'ai dit, chaque jour, chaque photorécepteur se débarrasse de 10% de ses disques, de ses segments externes, et c'est l'épithélium pigmentaire qui doit le manger. Donc on a une chercheuse à l'Institut qui travaille, Emeline Landreau, sur ces phénomènes-là, et donc on vérifie que ces nouvelles cellules formées sur ces monocouches sont capables d'avoir des marqueurs d'épithélium pigmentaire, mais surtout d'avoir des fonctions d'épithélium pigmentaire, et donc de manger des disques de photorécepteurs. Donc, à partir de ça, et donc plusieurs groupes travaillent là-dessus, greffer de l'épithélium pigmentaire a été envisagé pour empêcher la dégénérescence dans la rétine pigmentaire, mais aussi dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc l'idée, c'est de retarder la dégénérescence cellulaire en mettant des cellules de soutien. Alors, pour ne pas rallonger trop, je vais passer un petit peu là-dessus, mais vous montrer en fait qu'il a été possible de former de l'épithélium pigmentaire à partir de cellules cutanées. Ça a été testé, par exemple, chez des rats mutants, et il a été montré que ça permettait de protéger la rétine dans ces rats mutants. Le problème de ces rats, c'est que beaucoup de choses marchent chez ces rats. C'est une souche de rats qui est très sympathique avec les chercheurs parce que quoi qu'on fasse, les résultats sont assez positifs. Donc il faut toujours interpréter les résultats avec une certaine prudence, mais on les utilise tous parce qu'on aime bien avoir des résultats positifs. Et le problème, c'est que la plupart des approches ont consisté à injecter des suspensions de cellules. Or, l'épithélium pigmentaire, c'est une monocouche très organisée avec une polarité. Les cellules, selon que vous êtes à la base de la cellule ou à l'apex de la cellule, la fonction est totalement différente. Quand vous injectez une soupe de cellules, vous pouvez toujours rêver qu'elles vont magiquement s'aligner comme il faut et pas être à l'envers, etc. Mais ce n'est pas sûr. Et effectivement, ça n'est pas toujours le cas. Donc le plus simple pour être sûr qu'elles soient alignées, c'est de les transplanter alignées. Donc de les mettre sur un support qui va faire qu'elles sont déjà dans la bonne position, transplantées de façon correcte. Donc il y a plusieurs supports qui ont été tentés. Un support qui est en cours d'essai clinique, qui vient de commencer à partir d'un substrat artificiel qui est le parilène, qui est déjà utilisé dans beaucoup de matériaux, qui entoure beaucoup de matériaux implantés, ou alors à partir de monocouches sur un substrat. Donc je vais vous montrer ce qui a été fait, ce que nous on fait aussi. Ici par exemple donc sur du parilène, donc à partir de cellules formées, donc là, ça c'est ce qui a été fait chez nous. Donc vous avez une formation de monocouches et elles vont être ensuite placées sur un substrat. Donc dans notre cas, on a, je vous ai déjà montré cette diapo, je pense que je suis parti en arrière en fait. Voilà. Donc on a utilisé un substrat qui est utilisé déjà très largement, qui est de la membrane amniotique. Donc la membrane amniotique, ça vient du placenta, c'est utilisé, donc c'est un des produits qui est disponible après les accouchements. Donc les banques de tissus ont de ces membranes amniotiques. Elles sont utilisées dans les pathologies de la cornée pour aider à la cicatrisation de la cornée. Elles sont déjà acceptées comme quelque chose qui est parfaitement toléré. Et donc notre approche à nous, à l'Institut, avec les équipes de ISTEM, donc Généton et Téléthon à Évry, ça a été d'utiliser cette membrane avec donc la banque de tissus de Saint-Louis pour mettre nos cellules dessus. Donc vous avez du coup des cellules qui sont sur cette monocouche, une monocouche qui pousse sur une membrane amniotique d'origine humaine pour la greffer. Et donc le projet est en cours chez nous depuis quelques années et il va aboutir normalement l'année prochaine. Donc on a commencé par vérifier qu'on pouvait faire pousser ces cellules, on a vérifié qu'on pouvait greffer ces cellules et pour l'instant c'est validé chez l'animal. Je vous montre par exemple à quoi ça ressemble. Donc la théorie est là. Vous avez donc ce que vous devez faire, le produit que vous devez fabriquer, donc avec la membrane, les cellules dessus, qui sont sur un substrat,
Et donc vous voyez les cellules d'épithélium pigmentaire très joliment alignées sur ce substrat. Donc ensuite, on a mis au point avec Stéphane Bertin, qui est un des chirurgiens de mon service, un injecteur qui permet d'injecter, d'enrouler ça et de l'injecter sous la rétine. Et ensuite de placer ce transplant en sous-rétinien. Voilà. En vérifiant bien que vous n'êtes pas à l'envers, parce que sinon tout ce que je vous ai dit est encore pire, puisque si vous avez bien à l'envers, vous êtes sûr que toutes les cellules sont du mauvais côté. Et donc quand ça a été transplanté sous la rétine, ensuite on vérifie la fonctionnalité. On a donc évidemment pris le modèle sur lequel tout marche, pour commencer, puis après on a pris des modèles où si ça marche, c'est vraiment que c'est très bien. Et donc c'est en cours. Donc là, dans le modèle sur lequel tout marche, le RCS, la greffe montre un très joli effet à la fois en termes morphologiques. Donc on voit très bien le greffon qui est transplanté, ici, là, on va voir là. Et on va voir les résultats en termes de fonctionnalité. Donc on voit la carte du greffon et on va voir la fonctionnalité. Là, on peut l'enregistrer de différentes façons, en enregistrant l'activité de la rétine, on peut l'enregistrer au niveau du cortex aussi, donc l'électrorétinogramme, l'activité rétinienne. Et comme on voit, lorsqu'on a le système transplanté complet, on a une fonctionnalité qui est bien meilleure. Il faut relativiser ce modèle, comme je vous l'ai dit. Donc il faut passer à des modèles un peu plus élaborés et plus proches de l'homme, ce qui est en cours pour préparer cet essai clinique. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, on y reviendra la semaine prochaine, ça prend du temps tout ça, parce qu'avant de passer chez l'homme, il y a beaucoup d'étapes de vérification de l'efficacité et de la sécurité. Et donc les challenges, les enjeux, c'est la sécurité en toxicologie, d'éviter que vous ayez des cancers, par exemple, qui se développent à partir de ça, ou des tissus mal formés, de valider la chirurgie, de mettre au point le système de transfert donc de la technologie. Et un enjeu qui est très important aujourd'hui, c'est la source de cellules. Aujourd'hui, on est sur ce projet-là, sur les cellules embryonnaires. Si on veut partir sur des cellules iPS, je vais vous montrer qu'il y a un petit problème qui s'est produit au Japon. Donc ça, c'est notre projet avec le calendrier dans lequel on est, qui pour l'instant est tenu, qui vise normalement un essai clinique l'année prochaine. Alors, quand on regarde les autres équipes, je ne vais pas les décrire toutes, il y en a pas mal aujourd'hui qui travaillent là-dessus. Il y a une équipe qui a fait beaucoup d'annonces, qui est une entreprise américaine qui a déjà commencé les essais depuis quelques années, mais ce sont des suspensions de cellules qui ont été injectées. Pareil, une équipe israélienne qui a commencé avec des suspensions de cellules. Il y a une équipe anglaise qui travaille aussi à Santa Barbara qui a commencé avec une première patiente l'année dernière. Et puis les équipes japonaises qui, cette fois-ci, ont pris des cellules cutanées dédifférenciées pour les greffer. Je vais vous parler de ça parce que ça vous explique pourquoi la prudence doit être de mise. Donc on va voir cette approche à partir de cellules de l'épithélium pigmentaire. Et je vais vous montrer. Donc ça, c'est Okata, c'est le travail en suspension. Bon, ils ont montré que la suspension cellulaire, c'est le travail qui a été fait aux États-Unis. Donc la greffe de cellules dans la rétine. Les résultats fonctionnels, ils ne sont pas très convaincants, mais au moins, il n'y a pas eu de complications, parce que le risque de ces essais, c'est que s'il y a un problème, ça peut tout bloquer. C'est un risque pour le patient, évidemment, mais c'est un risque pour tout le monde, parce que derrière ça, ça veut dire que cette recherche est loin d'être mature, d'où la prudence lorsqu'on veut avancer. Donc là, ils ont montré, c'est toujours au Okata, des résultats d'acceptabilité du greffon. Donc là, dans une greffe chez des patients portant d'une maladie génétique de la rétine, avec un greffon qu'on peut voir, si on cherche bien, sous la rétine après cette transplantation. En termes de fonctionnalité, ce n'est pas extrêmement convaincant. Voici les courbes qu'ils ont montrées. C'est en fait pas forcément très significatif entre les deux yeux. Là, c'est la différence entre les deux yeux, elle est assez minime en fait. Quand on regarde, elle est même dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il n'y en a pas, entre l'œil greffé et pas greffé. Et dans cette maladie génétique, pour l'instant, les résultats ne sont pas statistiquement significatifs. Le point problématique, c'est que quand vous prenez des cellules d'un donneur, vous avez un risque de rejet de ces cellules et que tous ces patients doivent être mis sous immunosuppression. Et lorsqu'on parle par exemple de dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est des patients âgés, donc ça peut poser un certain nombre de problèmes. D'où l'idée d'essayer d'utiliser les cellules du patient lui-même, donc je vais avancer un peu là-dessus, pour éventuellement lui greffer ses propres cellules. Du coup, là, il n'y a pas de problème d'immunocompatibilité, et c'est ce que Masayo Takahashi a tenté au Japon. Donc elle l'avait montré, elle l'avait travaillé, je vous ai décrit son travail sur les photorécepteurs, elle avait fait la même chose de façon très prudente au niveau de l'épithélium pigmentaire. Et à partir de ces premières démonstrations très jolies d'efficacité et d'intégration, elle est passée sur un essai clinique, et donc ça avait fait les news l'année dernière, il y a 2 ans. Donc la première personne, la personne cellule souche de l'année, c'était elle en 2014. Donc une femme japonaise, la première qui a commencé, donc la première à être greffée. Donc ça a été fait il y a 1 an et demi à peu près.
Malheureusement, alors le système, c'est qu'ils prenaient des cellules du patient. Ensuite, il y avait plusieurs mois de préparation pour fabriquer de l'épithélium pigmentaire, puisqu'il faut à peu près 150 jours de préparation pour préparer cet épithélium pigmentaire. Et ensuite, cette même patiente, 6 mois après, recevait ses propres cellules sous sa rétine. Pour la première patiente, probablement tout s'est bien passé. Pour la deuxième personne qu'ils ont voulu greffer, avant de greffer les cellules, vous vérifiez qu'il n'y a pas de mutation qui soit survenue, vous vérifiez tout le système. Et en vérifiant, ils se sont aperçus qu'il y avait un certain nombre de gènes qui risquaient d'entraîner une prolifération non contrôlée des cellules. Donc l'essai clinique a été arrêté, pas parce qu'il y a eu un problème, mais parce qu'ils ont voulu éviter d'avoir un problème. Donc ça a été beaucoup moins annoncé l'arrêt de l'essai clinique que le lancement de l'essai clinique, mais c'est souvent comme ça. Du coup, ce que Masayo a décidé de faire, et qui est exactement l'approche que nous on a adoptée en France et que l'équipe de David Gam aux États-Unis a adoptée, c'est plutôt que de prendre les cellules du propre patient, d'avoir un certain nombre de donneurs dans la population. Et on sait aujourd'hui, pour le Japon, il faut à peu près une trentaine de personnes. Dans nos pays, il faut à peu près 200 donneurs d'une biopsie cutanée, parfaitement caractérisés, pour couvrir à peu près 70% de la population. Donc il y a une possibilité à partir de ça. Et là, vous pouvez analyser entièrement le génome des personnes, vérifier qu'il n'y a pas de gène qui soit susceptible d'entraîner une cancérisation, donc d'avoir une source de donneurs et du coup d'avoir sur les étagères des cellules correspondant à différents types. Alors ça aurait des applications dans d'autres maladies où on cherche désespérément des donneurs, pas seulement sur les maladies rétiniennes évidemment. Donc c'est ce qui est en cours au Japon et il y a donc un certain nombre, donc là c'est une petite phrase qui a été publiée sur Masayo, c'est que pendant 1 heure le 12 septembre l'année dernière, elle s'est assise en réfléchissant à ce qu'elle avait fait depuis 20 ans et elle a pris cette décision d'arrêter l'essai clinique alors qu'elle n'avait pas eu de complications, mais elle a eu le courage de penser que ce n'était pas la bonne voie et qu'il fallait revoir l'approche. Donc aujourd'hui, on a 2 approches possibles. Une, c'est donc les cellules ES ou les cellules IPS. Et donc ces cellules IPS du patient, qui sont très prometteuses et sur lesquelles beaucoup de gens travaillent aujourd'hui, peuvent servir à la greffe. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une banque de donneurs. Donc il y a un consortium européen qui s'est formé autour donc, des équipes de ISTEM pour avoir ces donneurs, puisque ça va bien au-delà de l'ophtalmologie. Mais dans notre cas précis, nous, on prépare aussi ces cellules parce que ça nous permet d'avoir un modèle de la pathologie, puisque le patient que nous connaissons et qui a accepté ce prélèvement, ces cellules vont, lorsqu'on en fait des photorécepteurs, reproduire une partie de la pathologie, et ça nous permet, sans passer par la souris, sans passer par d'autres modèles animaux, en étant beaucoup plus proche du patient lui-même, de mieux comprendre et éventuellement de tester des médicaments. Donc aujourd'hui, on a mis au point des méthodes de criblage pour tester des médicaments sur ces approches. Donc aujourd'hui, les cellules souches, c'est un travail au Collège de France, on parle de la science en train de se faire. Là, on est vraiment au milieu de quelque chose qui est loin d'être abouti, mais qui est extrêmement prometteur, où il y a de très nombreuses questions ouvertes, mais aussi de très nombreuses promesses, avec des applications dans différents domaines, pour comprendre les maladies, pour remplacer les cellules. Mais il faut rester prudent et je pense que ce qui est très important, c'est de comprendre que si ça prend autant de temps, il y a de bonnes raisons à ça. C'est que vouloir aller trop vite, c'est prendre le risque de tout arrêter parce qu'on aura fait courir des risques totalement inconsidérés aux patients. Donc je voudrais remercier beaucoup de gens qui ont travaillé sur le sujet. Là, c'est sur le projet de greffe d'épithélium pigmentaire de l'Institut des biothérapies du Généton. Les cellules viennent du Rosslyn, donc là où il y a eu Dolly. L'équipe de l'Institut de la Vision qui travaille dessus, mais aussi ceux qui identifient les patients au centre d'investigation clinique, le chirurgien, ceux qui maintiennent le travail qu'on fait chez les primates, et puis les gens de l'assistance publique qui nous ont aidés, qui travaillent sur la partie thérapie cellulaire à Saint-Louis. Donc ça, c'est l'équipe d'Olivier Gouraud qui a fait une bonne partie du travail que je viens de vous présenter. Et Olivier, donc c'est lui qui m'a beaucoup aidé pour préparer cet exposé. Je vous remercie.